Ecclesia Magazine. Ecclesia Magazine. Maxime Dalle. Contribuer à la paix en Terre Sainte, vaste ambition qui, lorsque l'on s'attache à regarder ce qui se fait concrètement sur le terrain, ne semble pas tout à fait vaine. Le réseau Barnabé, qui est une émanation de l'enseignement catholique, fête cette année ses 13 ans d'existence. C'est un réseau qui s'attache à créer des liens entre les établissements scolaires de France et de Terre Sainte. Et on va en parler aujourd'hui avec Alice de Rambuteau, qui est l'animatrice du réseau Barnabé. Bonjour à vous, Alice. Bonjour. Merci d'être ici parmi nous. Je vous en prie. Alors peut-être pour débuter cette émission, Alice de Rambuteau, nous présenter en quelques mots, tout simplement, le réseau Barnabé. Déjà le resituer dans son contexte. On va parler de la Terre Sainte, c'est-à-dire Israël, les territoires palestiniens et Jérusalem. En Terre Sainte, il y a une centaine d'écoles chrétiennes. Et parmi cette centaine d'écoles chrétiennes, il y en a 30 qui enseignent le français. En 2006, le service culturel du Consulat général de France à Jérusalem a fait appel à nous en réalisant qu'avec la crise des vocations, ce n'était plus des Français qui enseignaient le français, mais c'était des Palestiniens, des Jordaniens, des Libanais. Donc, autant ils enseignaient très bien le français, mais avec un bémol dans la culture française que forcément ils ne maîtrisaient pas. Donc le consulat a fait appel à nous et depuis 13 ans donc, nous essayons de créer des liens entre l'enseignement catholique en France, il y a 7 ou 8 000 écoles, et entre ces 30 écoles chrétiennes qui enseignent le français à environ 10 000 élèves. Alors Alice de Rambuteau, peut-être nous dire aussi quel est le lien qui vous attache particulièrement à la Terre Sainte. Comment vous êtes-vous retrouvée animatrice du réseau Barnabé, rapidement? À l'époque, je travaillais dans un établissement scolaire et il s'est trouvé que, ayant des attaches en Terre Sainte d'un point de vue personnel, j'avais organisé une correspondance scolaire entre 3 classes de l'école dans laquelle je travaillais et 3 classes dans 2 écoles différentes à Bethléem. Et cette année-là, c'était l'année de la création du réseau Barnabé, donc les choses se sont faites très naturellement. Et cette action que j'avais menée à l'époque a été inscrite dans le réseau Barnabé. Et les choses, de fil en aiguille, ont pris forme. Et maintenant, j'anime ce réseau depuis une petite dizaine d'années avec bonheur. Alors j'imagine qu'on va parler du réseau et de ses actions, de ses activités depuis 13 ans maintenant, de ses actualités également. J'aimerais peut-être revenir sur une actualité récente. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron s'est rendu en Terre Sainte et a fait quelques annonces. En quoi le réseau Barnabé et d'ailleurs tout le maillage éducatif de Terre Sainte a-t-il été concerné par ces annonces, Alice ? Il y a 18 mois, Emmanuel Macron a demandé à Charles Personna de rédiger un rapport qui permettrait de l'aider à comprendre comment la France pourrait soutenir le patrimoine et l'éducation chez les chrétiens au Proche-Orient. Lorsque ce rapport a été rendu, il y a exactement un an, Charles Personna préconisait de pouvoir soutenir vraiment intensément l'éducation dans ces écoles chrétiennes et principalement par l'enseignement du français. Nous, nos actions sont vraiment tournées vers l'enseignement du français et je vous avoue que quand le président Macron, la semaine dernière, lorsqu'il était à Jérusalem, a annoncé la création d'un fonds pour soutenir ces écoles chrétiennes, nous nous sommes tous réjouis parce que la langue française est un vecteur de paix pour différentes raisons et l'enseignement du français soutenu par la France, plus qu'il ne l'est actuellement, ne peut être que bénéfique. Comment d'ailleurs sont considérés les Français? Comment est considéré le français, la langue française en Terre Sainte? Vous dites que c'est une langue qui est un vecteur de paix. En quel sens? Alors, c'est un peu générationnel. Quand on monte dans un taxi à Jérusalem et qu'on dit bonjour au chauffeur du taxi, la plupart du temps, il répond bonjour avec un grand sourire. Il est content de montrer qu'il connaît notre langue. Là, il faut que ce chauffeur de taxi ait un peu plus de 40 ans. Plus jeune, la langue française est perçue comme une langue difficile, ce qu'elle est, qui est compliquée à apprendre. Il n'empêche que il faut imaginer que chaque élève arabe, en fait, qui rentre dans une école en Terre Sainte, apprend déjà une deuxième langue arabe, c'est-à-dire qu'il parle un dialecte syro-libanais et il apprend une langue qui est un petit peu différente de la sienne, qui est l'arabe classique. Puis il apprend l'anglais. Donc, à partir de 10 ans, un enfant parle bien l'anglais et bien cet arabe classique. Parfois, on lui enseigne l'hébreu, pas toujours. Le français arrive un petit peu comme un médiateur
médiateur entre ces deux langues. C'est-à-dire que l'anglais et l'arabe, il y a une espèce de dualité, en fait, avec quelques valeurs politiques, Orient-Occident. Le français arrive là avec ses valeurs, tout simplement, de liberté, d'égalité et de fraternité, qui ne sont pas anodines dans un pays en conflit comme la Terre Sainte. Est-ce que d'ailleurs, justement, ce qui a marqué sur le fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, ce triptyque républicain a une connotation, trouve un écho particulier, justement, chez les chrétiens de Terre Sainte, et pas que forcément chez les chrétiens de Terre Sainte, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans ce tissu éducatif d'écoles chrétiennes, eh bien finalement, ce sont aussi des écoles mixtes avec des confessions aussi diverses et variées qui s'y retrouvent. Alors il est vrai que liberté, égalité, fraternité résonnent fortement dans ces écoles chrétiennes. Alors vous dites assez justement que ce sont des écoles chrétiennes qui n'ont pas parmi leurs élèves et le corps enseignant uniquement des chrétiens. Néanmoins, il faut savoir que chez les chrétiens, différents rites sont réunis. Et il y a une grosse moitié d'élèves et de professeurs qui sont musulmans. Il existe aussi des écoles qui ont une population juive, israélienne, donc notamment chez les frères des écoles chrétiennes à Tel Aviv. Et dans la ville de Naplouse, il y a une école du patriarcat latin de Jérusalem, dans laquelle jusqu'à il y a peu, il y avait des samaritains. Il faut imaginer que ces écoles sont fermées le week-end, le vendredi et le dimanche. Vendredi pour les musulmans et dimanche pour les chrétiens. Et dans cette école de Naplouse, les petits samaritains, forcément, Shabbat, le samedi, n'allaient pas en classe. Et la directrice de l'école a décidé que ce sont les élèves qui, le lundi matin, vont apprendre à leurs camarades samaritains ce qui a été enseigné pendant qu'ils étaient absents le samedi. Là, on peut imaginer que l'éducation à la paix prend un sens, parce que dans le dialogue, dans l'échange d'informations, les élèves grandissent et forcément, une fois adultes, ont appris à s'apprécier et ne chercheront, je pense, moins à s'opposer. Est-ce que d'ailleurs c'est un petit peu la réputation des chrétiens, si je puis dire, de Terre Sainte? C'est vrai que en Orient, quand on s'y promène un petit peu, quand on voyage dans des pays aussi divers que l'Irak, par exemple, avec toute la situation des chrétiens d'Orient, on a pu se rendre compte d'une chose, c'est que les écoles de fait tenues par les chrétiens étaient cet intermédiaire, finalement, cette ligne médiane entre toutes les communautés, entre toutes les confessions. C'est quelque chose qu'on peut voir aussi en Terre Sainte, de fait. Alors, j'aurais du mal à vous parler des écoles irakiennes ou syriennes. Néanmoins, en Terre Sainte, je vois à quel point les écoles attirent toutes les confessions. C'est-à-dire que quand on parle avec les directeurs des écoles, on leur dit, et même à Gaza, où il y a 3 écoles chrétiennes, dont 2 qui enseignent remarquablement bien le français, on leur dit, mais comment se fait-il que des musulmans pratiquants, heureux d'être musulmans et de pratiquer leur foi, comment se fait-il qu'ils aient le souci de mettre leurs enfants dans une école payante, avec une identité chrétienne? Et eux disent, alors forcément, on ne va pas se voiler la face, c'est le niveau de ces écoles est bon, mais aussi parce que en apprenant à vivre ensemble, on éduque à la paix. Et il n'y a que ces écoles en Terre Sainte chrétiennes dans lesquelles chrétiens et musulmans et israéliens se retrouvent uniquement dans ces écoles-là. Ce sont des écoles ouvertes à tous, donc, qui ont un coût également pour les élèves qui s'y inscrivent? Oui, elles coûtent effectivement. Les écoles qu'on appelle gouvernementales en Palestine sont gratuites. Elles ont un coût, mais dans un pays où l'entraide est extrêmement importante. Il y a pas mal de concessions qui sont faites pour les élèves qui ne peuvent pas payer leur scolarité, bien sûr. Et qui sont les professeurs? Vous nous dites que les professeurs sont à la fois des musulmans, aussi bien des musulmans que des chrétiens, des juifs également. J'imagine qu'il y en a dans une ou deux écoles, oui. D'où viennent-ils? Sont-ils formés dans un enseignement tout à fait particulier? Est-ce que là aussi le réseau Barnabé, par exemple, a son rôle à jouer? Alors d'abord, il faut dire que ce sont des personnes formidables. C'est-à-dire que les chefs d'établissement et les professeurs ont un enthousiasme qui est vraiment difficile à maintenir. Et on ne rencontre que des gens qui sont passionnés par leur métier, qui aiment leur métier, et je leur tire mon chapeau. La formation. Alors la formation, c'est vrai que lorsque le président Macron a évoqué ce fonds qui va être débloqué par la France,
Il a expliqué qu'il allait se manifester par l'envoi de volontaires dans les écoles chrétiennes, de volontaires français, probablement comme assistants de langue, certainement, et la formation. Un professeur de français dans une école chrétienne n'a pas été formé à l'enseignement du français. Il devient professeur de français parce qu'il parle français. C'est tout. Nous, depuis une grosse douzaine d'années, on essaye de soutenir, en collaboration avec le service culturel du Consulat général de France à Jérusalem, on essaye de soutenir la formation en envoyant des formateurs de l'enseignement catholique effectuer tous les ans des formations sur divers sujets en Terre Sainte, dans les écoles. Et on propose aussi à des professeurs de français de venir chez nous, dans nos écoles, pour être formés pendant 3 semaines. Alors, on appelle ça un stage en immersion, ce qui veut dire, en fait, ils participent aux cours, ils prennent parfois la classe. Ils ont probablement une journée ou deux de formation théorique, mais pour comprendre le fonctionnement d'un établissement scolaire ailleurs, ils assistent aux cours d'anglais, ce qui est important, puisque c'est l'enseignement d'une langue étrangère. Et voilà, donc nous, on participe à cette formation des professeurs, mais eux-mêmes, à part en Israël, c'est-à-dire dans assez peu d'écoles, mine de rien, ils n'ont pas de formation à la pédagogie. Alors, ce qui est intéressant aussi avec le réseau Barnabé, j'aimerais peut-être qu'on en parle quelques instants, c'est finalement que ce réseau participe à tout un maillage associatif également et institutionnel, si je puis dire. C'est-à-dire que vous êtes en lien avec l'Ordre du Saint-Sépulcre, par exemple, vous êtes en lien avec l'œuvre d'Orient également. Tout ce qui émane, si je puis dire, de la France conjugue ses forces pour aider la Terre Sainte. C'est le principe même d'un réseau. Ouais. Souvent, on me demande, mais qu'est-ce que tu fais exactement ? Et je dis, moi, je suis une courroie de transmission, et c'est vraiment ça. C'est que on crée des liens, on agit ensemble. Il n'y a rien de pire que des associations qui singletonnent, essayent d'agir dans leur coin. Il y a un affect très, très fort. Et franchement, les liens que nous avons alors avec l'œuvre d'Orient, avec le Saint-Sépulcre et aussi avec la délégation catholique pour la coopération sont des liens qui sont forts. Qui sont très présents, et on est beaucoup dans l'échange d'informations, vraiment dans le souci de faire évoluer et de garantir une pérennité pour ces écoles chrétiennes en Terre Sainte. Parce que ce sont des écoles aussi qui la population chrétienne s'amenuisant, cette peau de chagrin a forcément une influence sur l'existence des écoles chrétiennes. Est-ce que d'ailleurs les écoles chrétiennes, justement, ont si je puis dire, ont une mission en Terre Sainte d'essayer de conserver aussi ces pierres vivantes, ce patrimoine spirituel qu'est le christianisme ici en Terre Sainte? Vous le dites, nombre de chrétiens quittent la Terre Sainte, partent en exil en quelque sorte. Je crois qu'aujourd'hui les chrétiens représentent un peu moins de 2% de la population palestinienne et israélienne, donc ce qui est quand même pas grand-chose. Est-ce que là aussi les écoles chrétiennes ont un rôle à jouer? Comment endiguer cette fuite, cet exil? Oh là là, si je savais, si je savais, je vous répondrais. Mais ce que je peux dire, c'est que les chrétiens sont heureux de scolariser leurs enfants dans des écoles de qualité, dans lesquelles on aime leurs enfants. Les directeurs n'ont pas peur de le dire, ils prononcent ce mot. Je pense à une école évangélique à Hébron, qui est une ville à 100% musulmane. Donc dans l'école ne sont scolarisés que des musulmans. Et le directeur, qui est chrétien, quand il embauche un professeur, lui dit, pendant l'entretien d'embauche, « Je voudrais que tu aimes nos élèves ». Donc le mot « amour » est présent. Et peut-être que c'est un des vecteurs qui fait qu'une famille qui a des jeunes enfants ne partira pas. C'est parce qu'il sait que ses enfants seront éduqués dans un environnement chrétien et... Dans un pays en conflit, l'affection qu'on peut porter à un enfant prend une dimension très importante. Est-ce que justement cette mixité à la fois sociale et confessionnelle au sein de ces écoles permet là aussi de lever une nouvelle génération peut-être de jeunes Palestiniens et Israéliens qui seront peut-être davantage prêts à vivre tous ensemble de manière plus apaisée? Ou c'est encore un vaste rêve? Non, il faut penser qu'il est réalité, que c'est une réalité. Mais moi, je suis quelqu'un de très optimiste, donc je suis convaincue que le fait de vivre ensemble, en paix, dans une école dans laquelle on se sent aimé, qu'on apprend ensemble, qu'on se dispute, qu'on triche, qu'on est grondé, qu'on se réconcilie, fait que plus tard... On aura beaucoup moins envie de s'opposer. Voilà,
avec ce genre de choses dans un pays en conflit, je suis intimement convaincue que oui, c'est un facteur de paix dans la construction d'un enfant et qu'à l'âge adulte, il n'oubliera pas ces années-là. Voilà. J'en suis intimement convaincue. Après, rendez-vous dans 20 ans, on verra comment les choses ont évolué. Et dans ce pays où on ne sait jamais dans 2 mois ce qui se passera... Est-ce que d'ailleurs encore aujourd'hui il y a des écoles chrétiennes qui ouvrent, enfin on est dans une phase croissante si je puis dire de ce tissu et de ce maillage éducatif, ou est-ce qu'il y a des écoles plutôt qui ferment ou des écoles plutôt qui ouvrent? Non, il y a une vraie pérennité en fait dans ces écoles. Les gens ils sont très attachés. Les écoles chrétiennes ont vraiment il y a un très grand respect en fait de la religion chrétienne. Je pense à un professeur dans l'école latine de Ramallah qui, lorsqu'il parle du directeur de son école, ne parle pas du directeur, mais parle d'Abouna. Abouna, ça voudrait dire en arabe, c'est la traduction en arabe de mon père, lorsqu'on s'adresse à un prêtre, sauf que le na, c'est nous, donc c'est notre père. Donc ce jeune professeur musulman, lorsqu'il parle de l'école, du responsable de l'école, il parle de notre père. C'est pour montrer l'estime, en fait, que toute religion, que la population, en fait, palestinienne a pour les chrétiens, principalement pour les écoles et ceux qui travaillent dans ces écoles chrétiennes. Donc ce sont des petites, effectivement, des petites lueurs d'espoir, si l'on peut dire. Oui, je pense. Oui. En tout cas, il y a une vraie... comment dire, c'est vraiment maintenu. Je ne sens pas du tout que on va fermer une école. Il y a une lutte. C'est vrai que c'est pas simple. En fait, toute institution dans ce pays, il est compliqué de se maintenir. Mais il y a un réel attachement aux écoles. Est-ce que vous pouvez nous parler, Alice de Rambuteau, de ce moment qui est un moment fort, un temps fort, justement suggéré et proposé par le réseau Bernabé, que sont les camps d'été, précisément? Oui. Alors, parmi les activités, moi, je vous ai dit qu'on s'occupait de formation des professeurs. On s'occupe aussi d'animer, de susciter tous les partenariats qui peuvent exister entre des écoles de l'enseignement catholique en France et puis ces écoles chrétiennes. Vous savez, ces correspondances scolaires, avec ou sans voyage de classe. Hier, j'étais à Viry-Châtillon où on évoquait un voyage de classe. Les élèves de cette école Saint-Louis-Saint-Clément vont partir à la Toussaint prochain à Naplouse et à Jérusalem. Et puis, il y a aussi ces camps d'été. Alors, ces camps d'été, depuis une douzaine d'années, les écoles, vous savez, sont fermées pendant près de 3 mois l'été, de début juin à fin août. Et il faut bien occuper les enfants. Donc, les écoles proposent, et les congrégations religieuses proposent des camps en arabe. Et nous essayons, soutenus par l'Œuvre d'Orient, par l'Ordre du Saint-Sépulcre et puis par notre réseau, notre maillage qui a maintenant une certaine densité, nous proposons à des jeunes adultes ou étudiants ou jeunes pros d'animer en français une dizaine de jours de vacances dans les écoles. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que vraiment, les enfants ont très très envie de passer des vacances en français au sein de leurs écoles. Ces jeunes étudiants, ces jeunes pros sont très heureux de partir mouiller leur chemise, parce que c'est pas évident, qu'ils aient des notions de pédagogie ou non. D'ailleurs, il faut juste une bonne dose d'enthousiasme. Et ils partent alors soit dans des tout petits villages, je pense à Aboud, qui est un tout petit village à une vingtaine de minutes, si tout va bien, de Ramallah, ou bien au Collège des Frères de Bethléem, qui est un gros bâtiment avec des centaines d'élèves. Alors, il n'y a pas 100 élèves dans les camps, mais ça reste des camps très différents. Et ce sont des petites choses. Je pense à Mariana. Mariana, elle a été élève dans l'école Melkite à Ramallah. Elle détestait le français. Elle me l'a dit encore récemment. Elle n'aimait pas le français. On peut la comprendre, c'est vraiment une langue extrêmement difficile. Elle a assisté à un camp d'été, un deuxième camp d'été, un troisième camp d'été. Elle a pris goût à la langue française et maintenant, elle a été envoyée par le consulat avec une bourse en France. Ce qui prouve à quel point on mise, entre guillemets, sur elle. Et voilà. Donc ces camps d'été sont des extraordinaires pour les jeunes Français qui partent là-bas parce qu'ils sont invités dans les familles, ils rencontrent les pierres vivantes, ils vivent la Terre Sainte autrement que pendant un pèlerinage, qui est aussi une formidable façon de découvrir la Terre Sainte, mais ils rencontrent les pierres vivantes et ça c'est un incontournable. C'est une chose qui est très formatrice pour un jeune, 20 à 40 ans,
Donc, par exemple, pour des professeurs, des parents d'élèves qui souhaiteraient peut-être organiser un tel voyage, c'est possible, il suffit de prendre contact avec vous, Absolument, tout simplement. absolument. Vous avez parlé de professeurs, nous avons pas mal de professeurs de l'enseignement catholique ou non qui partent en Terre Sainte animer ces camps d'été. Et j'ai l'exemple effectivement d'une famille, deux parents d'élèves et leurs enfants de 14 et 16 ans qui sont partis à Taïbé, dans un village à côté de Ramallah, animer un camp d'été, tous les quatre. Alors ils étaient dans un groupe, mais ils ont fait ça pendant 10 jours, il y a 2 ans. Ouais. J'aimerais peut-être que vous nous parliez quelques instants, vous avez évoqué Gaza et ses écoles à Gaza. C'est vrai qu'on sait de fait la situation tout à fait compliquée et complexe qu'est celle de Gaza. Il y a pourtant deux écoles, deux écoles mixtes. Alors, il y a 3 écoles chrétiennes, dont celle du patriarcat latin, si je ne me trompe pas, qui est sur 2 endroits différents, et une école tenue par les Sœurs du Rosaire, un ordre très local au Proche-Orient et très implanté, et une école orthodoxe. Donc, l'école orthodoxe est tenue par une laïque, les Sœurs du Rosaire forcément. Et dans ces 2 écoles orthodoxes et Sœurs du Rosaire, on enseigne le français. Ce sont des écoles mixtes, ce qui est vraiment surprenant et admirable à Gaza. Ce sont de gros bâtiments. Il y a une atmosphère très, comment dire, étonnamment paisible. C'est-à-dire que quand on quitte les rues de Gaza, où j'ai été il y a quelque temps, où la guerre est vraiment présente, on sent que le conflit est là, on rentre dans ces écoles et on voit des enfants heureux, vraiment contents, se précipitant vers nous dès qu'ils comprennent qu'on n'est pas français et qu'on n'est pas palestinien et qu'ils ont envie de parler français avec nous, et ils rentrent en conversation, et on sent que le français et l'enseignement du français dans ces écoles a une dimension très intéressante et particulière, et d'ailleurs relayée ensuite à l'université de Gaza, où on enseigne remarquablement bien le français. Oui, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant entre le tissu éducatif, les écoles chrétiennes et de fait l'université. Y a-t-il un lien particulier là aussi qui s'est établi depuis des années? Alors, moi, je pourrais vous parler. Oui, parce qu'assez logiquement, une fois qu'on a passé son bac, le Taoudji, dans une école chrétienne, il faut on devient étudiant. Donc, il y a 3 grosses universités, à Naplouse, Birzeit, à côté de Ramallah, et puis à Jérusalem, Al-Quds. Et puis, il y a aussi une université chrétienne à Bethléem. Il est vrai que beaucoup d'élèves quittent la Terre Sainte une fois qu'ils ont obtenu leur bac pour aller faire leurs études en Jordanie ou ailleurs au Proche-Orient. Ce qui est dommage, mais c'est là où ils trouvent aussi l'épanouissement qu'ils cherchent dans leurs études. Mais les liens sont évidemment très nombreux entre les universités et les écoles, oui. Vous évoquiez, Lise de Rambuteau, les classes et les élèves français qui se rendaient en Terre Sainte. Est-ce qu'il y a aussi... Est-ce que la réciproque est vraie, si je puis dire? Est-ce qu'il y a aussi des classes et des élèves de Palestine qui viennent en France, tout simplement, et sont accueillis dans les familles françaises? Est-ce qu'il y a un échange de la sorte? Alors ça, c'est vraiment... il est vraiment très important pour nous, chaque fois que des élèves français partent en Terre Sainte, qu'ils soient accueillis en famille, et la réciproque est là. Il y a plusieurs voyages par an, dans un sens comme dans l'autre, et jamais les élèves ont été accueillis ailleurs qu'en famille en France. Et la même chose en Terre Sainte. Donc il y a un choc culturel, forcément. Mais il faut que vous vous représentiez une école à Marc-en-Barœul, par exemple, à côté de Lille. Des élèves de 4e, donc ils étaient en 5e quand ils ont organisé le voyage, sont partis il y a quelque temps à Ramallah. C'était à la Toussaint il y a quelques années. Et ils ont passé 5 nuits en famille à Ramallah. Et ça s'est vraiment merveilleusement bien passé. Ils ont appris à vivre le quotidien de leurs copains de 12-13 ans là-bas à Ramallah. Et les choses sont semblables. Là, je pense par exemple à une école qui est dans la banlieue, tenue par les Sœurs du Rosaire, qui est dans la banlieue de de Jérusalem, qui s'appelle Bet Hanina. Et ben, les élèves, qui sont des filles, vont venir, elles sont quasiment toutes musulmanes, elles vont venir en France, dans un lycée à La Roche-sur-Yon, accueillies en famille, encore une fois. Oui, c'est vraiment... l'accueil en famille... C'est vraiment la meilleure façon, en fait, d'apprendre de l'autre. Et il est certain que c'est en apprenant de l'autre qu'on grandit. Oui, complètement. Voilà. C'est cette immersion, justement, que vous évoquiez tout à l'heure. Peut-être un dernier mot, Alice de Rambuteau, pour les auditeurs qui souhaitent tout simplement en savoir davantage, qui souhaitent vous aider, vous soutenir. Par quels moyens peut-on vous contacter pour en savoir davantage? Alors, nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. On a un site, donc www.réseaubarnabé.org.
qui est consacré. Je suis très facilement joignable. Comment aider, comment soutenir, tout dépend de qui on est, si on a envie de partir, si on a envie de rester. On peut soutenir financièrement, il faut soutenir par la prière, et ça on ne le dira jamais assez. Donc ce qui est certain, c'est entrer en relation, on est toujours dans un réseau, avec moi, et il est simple après de créer quelque chose ensemble. Réseau Barnabé, donc j'invite tous les auditeurs à taper ces quelques mots, ces quelques lettres sur Internet, et puis à découvrir ce beau réseau Barnabé. Artisan de paix, on peut le dire, Oui, vraiment. Lise de Rambuteau. Oui, C'est un petit vraiment. peu l'objectif. Vraiment, c'est vraiment ça. Donc voilà, donc merci en tout cas, merci à vous Merci. d'être venu sur notre antenne pour parler de ce réseau Barnabé, et puis à l'occasion, dès qu'une actualité se présentera, et puis de fait peut-être recevoir aussi des correspondants qui pourront éventuellement présenter leur enrichissement réciproque et mutuel sur l'antenne, ce serait une bonne idée. Ah bah, avec plaisir. Merci beaucoup Lise de Rambuteau.